Vous avez vu, Donald Trump a été élu. Je crois qu'on a fait quelques vidéos dessus sur Blast, comme celle-ci, ou celle-là, ou encore celle-ci, et quelques autres. On fait plein de choses sur Blast. Ça m'a l'air d'être un site que vous devriez soutenir financièrement si vous le pouvez. Et c'est normal que l'on vous informe beaucoup sur l'élection de Donald Trump puisqu'elle va avoir des conséquences massives aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de CDDM, on va parler de l'Europe et de son avenir face à ce second mandat du milliardaire Orange. I think it's gonna be great, it's gonna be great, it's gonna be great. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Ces propos, Macron les a tenus le 7 novembre lors d'une intervention au sommet de la Communauté politique européenne. Alors, c'est pas l'Union européenne, La Communauté politique européenne, c'est comme dirait De Gaulle, un machin créé en 2022 à l'initiative de la France. Ça réunit les pays de l'UE, mais aussi des États qui n'en sont pas membres, comme l'Ukraine, la Turquie ou encore la Suisse. Mais pourquoi diable Macron nous parle-t-il donc de carnivores et d'herbivores ? Eh bien, l'extrait que je vous ai montré est tiré d'une intervention du président de la République consacrée à l'avenir des pays européens suite à l'élection de Donald Trump. Bon, le truc des carnivores et des herbivores, il a beaucoup tourné, mais dans ce discours, Macron n'a pas fait que des comparaisons hasardeuses avec le monde animal. On est fait pour se reproduire, nous autres on est des rongeurs. On est des rongeurs. Le but de son intervention, c'était aussi de convaincre les autres dirigeants du continent de s'unir davantage, commercialement, diplomatiquement et surtout militairement. La question, c'est est-ce qu'on veut écrire une page commune de la grande Europe au XXIe siècle ? Moi, j'y crois très profondément. Bon, ce discours-là, il n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que la France plaide pour une défense européenne commune. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention. Le Premier ministre britannique David Cameron rejette toujours l'idée d'une Europe de la défense souhaitée par François Hollande. Objectif notamment constituer l'an prochain une force militaire capable de mener des opérations sans recourir à l'OTAN. Bref, les prémices d'une armée européenne. Bon, on a compris. En fait, on parle d'une défense commune européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le sujet est surtout poussé par la France. Bon, les esprits chagrins diront que c'est parce qu'on veut vendre nos armes, mais c'est pas le genre de l'émission d'être cynique comme ça. You are fake news. En tout cas, c'est un véritable serpent de mer, comme on dit en langage journalistique, et ça revient presque à chaque crise. Et aujourd'hui, la crise est double, puisqu'on a premièrement la question de la guerre, avec l'armée russe qui depuis plusieurs mois avance lentement mais sûrement sur le front ukrainien. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit « vous pouvez être expansionniste ». Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. Et la deuxième crise, c'est l'élection de Trump, qui a fait réaliser aux Européens qu'ils étaient trop dépendants militairement des États-Unis. Bon, vous me direz, ils auraient pu s'en apercevoir en 2016, ou en 1948. Bon, disons qu'ils s'en réaperçoivent. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Promis, j'arrête avec les extraits de Macron. Seulement si vous vous abonnez à Blast. Est-ce que vous avez les crampes-thé ? Les crampes-thé. Si Trump inquiète la plupart des chancelleries européennes, c'est entre autres par rapport à son positionnement sur la question ukrainienne. Comme l'explique Philippe Rioux dans La Dépêche, Donald Trump et les Républicains ont plusieurs fois freiné au Congrès les colossaux plans d'aide militaire à l'Ukraine de l'administration Biden. Les Républicains, désormais isolationnistes, veulent en finir avec le rôle des États-Unis de gendarmes du monde et avec les dépenses afférentes. Trump est connu pour être beaucoup plus favorable à Vladimir Poutine que les démocrates. Le président russe a d'ailleurs félicité Trump pour son élection après avoir hésité. Ce que Donald Trump a dit sur le désir de rétablir les relations avec la Russie, d'aider à mettre fin à la crise ukrainienne, à mon avis, mérite au moins de l'attention, a ajouté M. Poutine. Trump, il a même dit qu'il allait mettre fin à la guerre en 24 heures, alors que Pécresse s'en occupe déjà. Bon, autant vous dire que les détails de ce qu'il a préparé pour l'Ukraine restent assez vagues. C'est Trump, on connaît. Par contre, son vice-président élu, J.D. Vance, est plus clair. Regardez ce qu'il écrivait dans le Financial Times le 19 février dernier. L'Europe est constituée de grands pays avec des économies productives. Ils devraient avoir la capacité de gérer le conflit, mais ces dernières décennies, ils sont devenus bien trop faibles. On a demandé à l'Amérique de boucher les trous, causant un préjudice colossal à ses propres citoyens. Nous devons à nos partenaires européens d'être honnêtes avec eux. Les Américains veulent des alliés en Europe, pas des États clients, et notre générosité en Ukraine touche à sa fin. En gros, les Européens, débrouillez-vous entre vous, c'est pas à nous de payer. Mais malgré tout, on ne peut pas prédire exactement quelle sera la politique états-unienne sur cette question ukrainienne. Tous les républicains ne sont pas d'accord avec Vance.
Et c'est précisément ça qui inquiète les Européens à propos de l'administration Trump. C'est ce côté imprévisible et la situation d'incertitude qui en découle, en plus dans un contexte où la guerre est de retour sur le continent. L'Europe fait en fait face à un dilemme de sécurité. Soit elle prend le risque de continuer à s'appuyer sur les États-Unis, soit elle prend le risque de développer une défense commune. Mais bon, pour développer une Europe de la défense, il suffit pas de le dire. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Déjà, il ne vous aura pas échappé que l'Union européenne est très divisée, peut-être plus que jamais dans son histoire. Le sommet avec les extraits de Macron, là, il se tenait à Budapest, en Hongrie. Victor, how are you? Et autant vous dire que Viktor Orban, lui, il est très content de la victoire de Trump. Le plus grand comeback de l'histoire politique états-unienne. Bravo à Donald Trump pour son énorme victoire. Une victoire très nécessaire pour le monde. Et contrairement à la victoire du républicain en 2016, où il n'y avait bien qu'Orban pour déboucher le champagne, la donne politique européenne a bien changé en 8 ans. C'est ce qu'écrit Ludovic Lamant dans Mediapart. Il n'y a pas qu'Orban pour se réjouir ouvertement du triomphe de Trump. Giorgia Meloni, la présidente post-fasciste du Conseil italien, se décrit comme l'interlocutrice naturelle de Donald Trump en Europe, même si elle ne partage pas les vues pro-Poutine de Trump et d'Orban. Tandis que le néerlandais Geert Wilders, soutien de la coalition au pouvoir à La Haye, tout comme le chancelier autrichien Karl Nehammer, se réjouissent aussi du retour de Trump aux affaires. Et oui, l'extrême droite est de plus en plus présente dans les gouvernements européens, et quand elle ne gouverne pas, elle est quand même de plus en plus puissante. Je vous donnais l'exemple de l'Allemagne dans le dernier épisode. Il est donc possible que l'UE ne puisse pas trouver une position commune sur la réponse à apporter à un éventuel désengagement financier des États-Unis en Ukraine, que ça aille en direction de continuer le soutien à l'Ukraine ou de l'arrêter. Une hypothèse de blocage d'autant plus probable que le fameux moteur franco-allemand, censé donner le ton de la politique européenne, n'a jamais été aussi proche de la panne, comme le relate Nelly Didlot dans Libération. Paris est devenu inaudible après les législatives anticipées de juin et l'instauration d'un gouvernement de droite, qui ne tiendra que tant que le Rassemblement national voudra bien le tolérer. À Berlin, la coalition gouvernementale vient de s'écrouler. Les élections législatives se tiendront au printemps, dans l'ombre grandissante d'Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite aux racines néo-nazies. Et il y a plusieurs éléments qui me font dire que ces discours sur l'Europe de la défense vont encore longtemps rester des discours. Malgré les belles paroles, l'Europe est de plus en plus dépendante des États-Unis pour sa défense, comme l'écrit Théo Cyr dans l'Express. De 2019 à 2023, environ 55% des importations d'armes cumulées des États d'Europe provenaient des États-Unis, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Un pourcentage en augmentation. Sur la période 2014-2018, les armes américaines ne représentaient que 35% des importations cumulées. Et puis, même la France, qui pourtant se présente comme le pays qui défend la souveraineté européenne, reste très liée à Washington. Le 3 octobre dernier, le journal La Tribune révélait que le ministère des Armées avait choisi l'entreprise américaine HP pour équiper l'agence ministérielle pour l'IA de défense au détriment du français Atos. Un dossier bien loin des discours sur la souveraineté de Macron qui a fait des remous, comme on pouvait le lire dans un article de Martine Orange sur Mediapart. Certains députés ont fait part auprès du ministère de leur incompréhension de voir retenir une société états-unienne, a fortiori s'agissant d'un équipement qui a vocation à être protégé par le secret défense, comme le relevait Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée, dans un courrier adressé au ministre. Bon, là je vous ai parlé que des questions de défense, mais évidemment il y a beaucoup d'autres enjeux européens qui seront impactés par cette victoire de Donald Trump, notamment l'économie, mais aussi le climat, puisque Trump va probablement de nouveau vouloir se retirer de l'accord de Paris. I'd rather not say, but the answer is yes. En tout cas, c'est bien l'incertitude qui est ici inquiétante pour nous et à plusieurs égards. Dans un contexte de guerre et d'augmentation des dépenses militaires, il y a une incertitude sur nos relations avec la Russie si les États-Unis décident de retirer leur soutien à l'Ukraine. Incertitude aussi à l'intérieur de l'Union européenne sur la ligne à tenir, avec des libéraux de droite et de gauche très affaiblis et des mouvements d'extrême droite en plein essor. Bref, encore une vidéo très réjouissante, vous en conviendrez, mais au moins j'ai tenu ma promesse et je vous ai pas remis d'extrait de Macron. Et on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude, et n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain.